Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Hier, nous vous avons fourni notre première réaction, notre réaction à chaud à l'annonce de la série Reboot de Harry Potter. Comme vous le savez, Warner Bros. A annoncé dans le cadre de la refonte de sa stratégie multimédia le lancement d'un nouveau produit dans le cadre du Wizarding World of Harry Potter dont vous savez, ils détiennent les droits. Il y aurait eu 1000 annonces à faire, 1000 annonces à concevoir, 1000 projets à mettre sur la table. Nous avions tenté sur notre chaîne de dresser quelques idées possibles. Une série sur Merlin, une série sur la première guerre des sorciers, une série sur les fondateurs ou encore sur les maraudeurs. Bref, il y avait en tout 1000 pistes, 1000 possibilités de créer, d'imaginer, de rêver, d'étendre l'univers à la manière de la franchise des Animaux Fantastiques. Nous avions espéré que les rumeurs de la semaine dernière n'étaient qu'un leurre. Nous avions espéré que ce n'était qu'un énième racontard, comme il y en a eu tant. Malheureusement, nos espoirs ont été très vite douchés lorsqu'à 2 minutes de la fin de la conférence de presse, l'annonce d'un reboot complet et total de la saga Harry Potter a pris place dans le cadre donc d'une série, vous le savez, télévisée. Au-delà de notre réaction à chaud et à vif, disons-le hier, nous avons souhaité aujourd'hui prendre le problème plus posément et tenter d'analyser véritablement ce à quoi nous avons assisté hier soir et toutes les implications à proprement parler hallucinantes que cela va avoir sur toute une industrie au final. La décision de reprendre à zéro une histoire déjà bien connue des fans n'est pas seulement, on va le dire, une décision scénaristique, on est sur quelque chose de beaucoup plus massif et qui pose vraiment 50 000 questions. Loin de nous l'idée de tenter de répondre évidemment à toutes ces questions, mais l'idée est tout de même de pouvoir aborder tout cela ensemble en y consacrant quand même un petit peu de temps. On ne peut pas vous mentir sur le fait que nous ne sommes absolument pas heureux de cette annonce. Nous avons un devoir vis-à-vis de vous de vérité et d'honnêteté. Alors on pourra nous reprocher notre négativité, mais cette dernière tient surtout au fait que nous ne pouvons pas considérer un échec de l'imagination comme étant une réussite. Quand on aime une saga, quand on aime une œuvre, ce que l'on souhaite, c'est la voir prospérer, la voir se transformer, se sublimer, se renforcer. La stratégie hollywoodienne de rebooter tout ce qui passe à proximité de leurs mains passionnées par l'argent est une stratégie de non-sens total et qui a déjà prouvé par le passé sa capacité à se planter dans des très grandes largeurs. Les cadavres divers et successifs de séries rebootées et abandonnées sont légion. La facilité créative a déposé sur l'imagination un blanc linceul et a surtout abandonné toute idée même de créativité, d'audace et, disons-le clairement, de prise de risque. Cette série, elle est aussi le reflet de ce qu'une fandom perdue, parasitée par ses démons, par ses distensions et par ses extrémistes, est aussi capable de produire, car ne nous y trompons pas, la Warner ne saurait être pointée du doigt comme étant la seule responsable de cette série. Nous sommes tous collectivement responsables encore une fois. Comme la Warner Bros. A écouté les fans qui demandaient le départ de Johnny Depp dans la saga des Animaux Fantastiques dans son interprétation de Gellert Grindelwald, la Warner Bros. A écouté la demande des fans de refaire du Harry Potter. Combien de fois avons-nous vu, lu ou entendu des fans demander l'arrêt de la saga des Animaux Fantastiques pour revenir à Harry Potter ? Force est de constater que c'est désormais chose faite. Alors, concrètement, qu'est-ce qui a été en fait annoncé hier soir lors de cette conférence de presse de la Warner Bros. On va tenter de répondre clairement à la question avant de dérouler nos arguments, nos pensées et notre manière de voir les choses sur cette série. L'annonce, commise un peu dans la précipitation, est claire. Harry Potter sera désormais décliné en série à raison d'une saison par livre. J.K. Rowling sera présente en tant que productrice exécutive pour garantir le respect de l'œuvre originale et sera accompagnée dans ce rôle par Neil Blair, son agent et garant donc de la pérennité au quotidien du Wizarding World of Harry Potter. David Heyman, qui était le producteur de la saga Harry Potter au cinéma, serait actuellement en négociation pour rempiler dans ce rôle ou dans le rôle de directeur exécutif. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. La série, on le sait, s'étalera sur une décennie entière, c'est-à-dire probablement à partir de 2025 pour, on va dire, les premiers coups de diffusion. Voilà, grosso modo, ce qu'on nous a annoncé. Dans un premier temps, on va déjà s'arrêter sur la forme de l'annonce, car elle a son importance. Alors que nous avons assisté pendant 1 heure à un déluge d'annonces, surtout destinées au public américain, avec nombre d'émissions et de séries que nous ne verrons d'ailleurs probablement pas de sitôt en France, et que nombre de bandes annonces et de teasers de films et de séries ont été diffusés dans tous les sens, nous avons en fait été totalement surpris par l'improvisation de l'annonce.
Sur fond noir, avec une animation digne d'une intelligence artificielle bas de gamme représentant les bougies de la grande salle, HBO Max a donc fait l'annonce de la série en reprenant la typographie traditionnelle dévolue aux films et aux livres depuis plus de 20 ans avec la musique de John Williams et enfin une image du château de Poudlard utilisée comme illustration pour l'émission Retour à Poudlard et pour les secrets de Dumbledore. On sentait là vraiment la très très grosse improvisation. À cela, on va se le dire très honnêtement, rien de bien étonnant dans la mesure où l'on sait que la semaine dernière, rien n'était encore signé entre J.K. Rowling et la Warner Bros. Du coup, l'annonce s'est faite dans l'improvisation complète et totale, mais elle souligne d'entrée de jeu un des plus gros défis de la série, peut-être le plus massif, la comparaison inévitable que chaque spectateur ne manquera pas de faire dans les années à venir entre les deux supports. Harry Potter, c'est autre chose qu'un simple film tourné à la va-vite il y a 20 ans. C'est surtout un univers qui a marqué des générations entières de spectateurs, des générations entières de lecteurs aussi. L'univers créatif, l'univers visuel, l'univers musical est aujourd'hui connu et reconnu par tous, qu'ils soient d'ailleurs fans ou non de la saga. Les ambiances ont été déclinées sur tous les supports possibles et imaginables, allant clairement du parc d'attractions jusqu'au plus petit jeu de cartes possible disponible dans le commerce. Harry Potter s'est décliné à l'infini depuis sa création, en devenant une marque extraordinairement forte et à la survie on ne peut plus remarquable dans un environnement pourtant qui est de plus en plus concurrentiel. Le fait de faire cette annonce en s'appuyant sur des éléments existants et donc non dévolus entre guillemets à la série est un fait pour nous quand même extrêmement troublant, il faut se le dire, car il nous fait réaliser qu'au final, c'est surtout tout ce que nous allons perdre qui va devenir très vite embarrassant. Dans cette vidéo, on va tenter de passer tout cela en revue. Comprenons-nous bien, il n'est pas question pour nous d'appeler au boycott ou d'émettre d'ores et déjà un avis négatif sur quelque chose qui à ce stade n'existe même pas. Ne soyons donc pas aussi bêtes que les stupides woke qui ont appelé au boycott d'Hogwarts Legacy. Mais notre propos va être de vraiment tenter de poser tous les tenants et aboutissants presque point par point de cette nouvelle série. L'une, majeure parmi les majeures, c'est évidemment la question de la fidélité au livre. La Warner, sentant bien que l'annonce n'aurait pas forcément l'effet escompté chez les fans, s'est positionnée de telle manière qu'elle a fait en fait de la fidélité au livre presque l'alpha et l'oméga de toute sa communication hier. Bon, en même temps, pour être tout à fait honnête, il n'avait pas tellement d'autres choix en l'absence d'éléments probants, officiels et précis à annoncer. La fidélité des livres est cependant, il faut le reconnaître, un vrai sujet. L'adaptation cinématographique de Harry Potter, vous le savez, a souffert de bévues incommensurables au moment de sa création. Certains pans entiers de l'histoire ont été oubliés, ont été coupés, mis de côté, certains personnages ont même carrément été effacés, et pourtant ceci dans un cadre quand même où tout était particulièrement bien décrit par l'auteur dans les livres. Nous avons déjà eu l'occasion dans de précédentes vidéos de pointer de manière assez précise certaines bévues, la mauvaise écriture de certains personnages comme Ginny Weasley ou comme Rogue, la mauvaise mise en intrigue de certains films comme le 6e qui est totalement à côté de la plaque, ou alors encore la coupe de feu qui passe là aussi totalement à côté de son sujet. On pourrait rajouter évidemment la suppression de certains personnages comme Peeves qui manque quand même cruellement au film. Les films sont imparfaits, c'est une évidence. Le format de l'époque, qui était de 2h30 maximum, laissait aussi assez peu de choix en fait aux scénaristes. Mais il est clair que de nombreuses erreurs ont été commises, et notamment par Steve Kloves, dont le génie scénaristique nous échappe quand même parfois, et nous avons déjà pu vous le dire sur cette chaîne. Les films, on le sait, ont fait l'impasse sur de très nombreux détails, parfois sur des pans entiers de l'histoire. Il n'en demeure pas moins des films que chaque fan, nous y compris, prend plaisir à voir et à revoir depuis des années. Alors, est-ce qu'une série télévisée peut véritablement corriger le tir ? On va partir du principe, faute d'annonce, que le format privilégié devrait être compris entre 8 et 12 épisodes par saison, ce qui ferait un total allant de 56 à 84 épisodes en fin de série dans plus de 10 années. Partant du principe que le format global des séries n'excède que très rarement les 50 minutes sur HBO. On peut tabler sur une série qui représentera entre 47 et 70 heures de contenu à la fin donc de la saga. Rappelons que les livres font plus de 3000 pages en fonction des éditions. Le défi va donc être d'adapter chaque livre dans une saison qui oscillera entre 7 et 10 heures de contenu. On est sur une base représentant quasiment, certes, le triple des films, voire plus. Donc c'est évident qu'il y aura une véritable avancée quand toute logique, ce sera, sur le papier en tout cas, plus fidèle. Bon, c'est un pari, mais pourquoi pas. Après, 7 à 10 heures pour l'école des sorciers, ça peut rentrer dedans. Ce sera nettement plus compliqué lorsqu'il s'agira d'aborder et d'adapter donc des pavés comme l'Ordre du Phénix ou encore le Prince de Sang Mêlé. Alors, le format, évidemment, peut bouger,
Mais à ceux qui s'attendent à voir une série par chapitre, enfin un épisode par chapitre, comme on le lit tous les jours sur Facebook, autant vous dire que vous pouvez rêver. L'Ordre du Phénix compte déjà à lui seul plus de 40 chapitres à condenser dans 8 à 12 épisodes maximum, donc forcément il y aura des impasses, certes peut-être moins nombreuses que dans les films, mais il ne faut pas penser non plus que la série collera à 100% au livre, dans la mesure où cela déjà n'est pas possible. Certains chapitres n'ont d'ailleurs franchement rien de bien passionnant parfois, certains méritent d'être étendus, bref, il y a un très très gros travail de scénarisation à faire derrière. Notons d'ailleurs, à ce propos, que nous ne connaissons pas à ce stade ni les scénaristes, ni les showrunners choisis pour cette adaptation. Ils ne sont probablement d'ailleurs eux-mêmes pas encore au courant. Le fait est qu'il y a beaucoup de travail pour faire rentrer tous ces livres-là dans les cases qui sont celles des séries télévisées. Sur ce point central de la fidélité au livre, il est évident que la série peut corriger la copie des films. Nous n'avons, à vrai dire, absolument que très peu de doutes là-dessus, ou presque pas en tout cas. En tout cas, nous considérons qu'en effet, il y a une vraie possibilité d'améliorer les choses sur ce point. Cependant, malgré une sorte de satisfecit que nous pourrions donner de facto à nos camarades de la Warner Bros et de J.K. Rowling, une interrogation pointe quand même en nous et que nous devons absolument aborder dans cette vidéo. Si le but de cette série est véritablement, vous le comprendrez en tout cas, et vous comprendrez notre doute sous-jacent, si le but de cette série est vraiment d'assurer une meilleure fidélité au livre, et que c'est également le but recherché par les fans, pourquoi ne pas tout simplement se replonger dans les livres? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, dire qu'il faut lire les livres expose à la vindicte populaire. Il n'y a qu'à faire le test sur un groupe Facebook Harry Potter pour voir surgir toutes les raisons possibles et imaginables, la plupart du temps d'ailleurs totalement hors de propos. Lire un livre, ça prend du temps. C'est vrai, mais toujours moins que de traîner sur Facebook. Lire, ça fait mal à la tête. Le mieux, à ce moment-là, ça peut arriver, c'est de consulter un opticien, car cela peut venir surtout du fait que votre œil n'est pas corrigé correctement, ou tout simplement que votre œil n'est en fait pas habitué au mouvement de la lecture. Et en fait, l'œil, c'est comme un muscle, faut juste l'habituer, et après ça va mieux. On nous dit aussi, les livres sont trop longs. Alors non, un livre n'est jamais trop long, pour peu qu'il soit évidemment bien construit. Ce qui est le cas de Harry Potter. Un livre, c'est jamais trop long. Bref, vous l'aurez compris. Dire qu'il faut lire un livre en 2023, c'est un exercice qui est très périlleux. Plus sincèrement, qu'est-ce qui peut être plus fidèle aux livres que les livres mêmes? Sommes-nous devenus à ce point esclaves des écrans que nous ne sommes plus capables de développer notre propre imagination, notre propre conception d'une œuvre? Avons-nous vraiment besoin de suivre des aventures télévisuelles ou cinématographiques pour se représenter des livres que l'on a adorés? Sommes-nous véritablement à un tel niveau aujourd'hui dans nos sociétés que les séries et les films remplaceront demain la bonne vieille imagination issue de nos lectures? Alors on nous dira qu'il faut vivre avec notre temps. Bien évidemment, le fameux argument fallacieux de l'adaptation à la modernité. J'ai la chance de faire partie de la première génération de fans Harry Potter. Celle qui a eu le divin bonheur, merci Seigneur, de pouvoir découvrir Harry Potter en livre. Alors que les films, eux, n'étaient même pas un projet. J'ai eu cette chance extraordinaire de pouvoir construire mon Poudlard, de pouvoir imaginer mes personnages, de pouvoir imaginer mes salles de classe, mon univers, de pouvoir bâtir une vraie représentation des mots magiques écrits par J.K. Rowling. Chaque couloir, chaque salle, chaque décor a pu être développé par des millions de lecteurs avant que le cinéma ne vienne peu à peu remplacer tout cela par des décors, certes souvent sublimes, mais différents naturellement de nos représentations. Cette première génération bénie des dieux a donc pu se forger un univers, peut-être imparfait, qui pouvait varier d'une personne à l'autre, mais qui avait cependant le mérite d'exister et surtout de pousser le petit garçon ou la petite fille de 10 ans à s'imaginer grandir dans ce monde magique. Aujourd'hui, la jeunesse ne lit plus, elle n'apprend plus, mais pire que tout, elle n'imagine plus. À quoi bon après tout? Il y a les séries et les films pour éduquer, peu importe le contenu, et puis il y a les fameux réseaux sociaux. Une jeunesse qui n'imagine pas, c'est de toute façon, quoi qu'il arrive à la fin, une civilisation qui se meurt. La société des écrans a contribué à la destruction même de l'imagination. Les intelligences artificielles vont finir le travail. À quoi peut servir l'imagination d'un enfant face à des intelligences artificielles qui imagineront tout pour nous, dessineront chaque concept, réaliseront chaque plan qu'on leur demandera? Chaque idée qu'on leur proposera sera analysée et l'intelligence artificielle fera le travail que nous n'aurons plus à faire. L'imagination et la création sont mortes sur l'échelle de la modernité qui n'a de moderne en réalité que le nom. Harry Potter est l'œuvre littéraire qui a fait lire des millions d'enfants, pourtant loin d'être intéressés par la lecture.
Harry Potter a permis à des millions d'enfants de s'emparer des bibliothèques, de dévorer des livres, de s'imaginer des aventures, de passer au-dessus des très nombreuses appréhensions qu'il peut exister vis-à-vis de la lecture et de tout ce qu'on peut aujourd'hui nous inventer. C'est finalement maintenant que du contenu audiovisuel qui ratatine en réalité nos imaginations. Alors, ne vous trompez pas sur notre propos. Loin de nous l'idée de dire que tout est à jeter dans le monde audiovisuel. Nous sommes au contraire de très très grands consommateurs de films et de séries. Il s'agit pour Chloé et moi-même d'une véritable passion. Nous adorons vibrer au fur et à mesure des aventures de certains de nos héros préférés au cinéma et découvrir de nouveaux sujets d'intérêt. Mais cela ne veut pas dire pour autant que nous nous coupons de la lecture pour autant. Notre bibliothèque compte plus de 1000 ouvrages, tous genres confondus, qui nous permettent de nous évader de notre quotidien, de découvrir plein de choses, même si nous sommes de très gros consommateurs de contenu et clairement même des victimes des plateformes de streaming. Cela ne nous empêche en aucun cas de lire et de nous passionner pour tout un tas de choses. C'est pour toutes ces raisons que l'argument d'une série plus fidèle au livre, si ça peut paraître plaisant vu de loin par tant de brouillard, nous semble en réalité un argument totalement fallacieux. Il n'existe pas une seule librairie au monde digne de ce nom qui ne comporte pas au moins un livre de J.K. Rowling. Si l'on veut une représentation fidèle de Harry Potter, le meilleur moyen au final, c'est de pousser la porte de ces librairies et de s'emparer du premier livre qui vient. La fidélité d'un livre tient dans le livre en question. Aucune série, aucun film, aucune adaptation n'est vraiment parfaite. Alors, certaines sont réussies, comme ce fut le cas par exemple pour l'épique saga du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, qui est une merveille absolue. Mais c'est un cas très rare, presque même improbable, inédit, et qui le devient d'ailleurs aujourd'hui de plus en plus. Même tout auréolé d'ailleurs de sa gloire et de sa vingtaine d'Oscars, Peter Jackson s'est lamentablement ramassé au sol avec sa deuxième saga basée sur le livre, certes très enfantin de Tolkien, Le Hobbit, où cette saga n'a aucun sens. Adapter un livre, que ce soit en série ou en film, n'est pas à condamner, bien évidemment. Au contraire, certains livres s'y prêtent tout naturellement. Mais force est de constater que la majorité du temps, les adaptations sont décevantes et se crachent en rase campagne. L'argument de la fidélité au livre est donc un argument pour nous fallacieux et risqué. Après, c'est tout ce que nous souhaitons à la série, évidemment, mais pour le coup, nous aurons toujours le même message à cette interrogation. Si vous voulez de la fidélité, rien ne vaut le fait que de lire et encore relire Harry Potter. En plus, c'est une très bonne thérapie quand la vie dans le monde des Moldus devient parfois un peu lourde ou trop angoissante. Autre point qui découle évidemment de l'annonce d'hier, c'est la refonte entière et totale du casting. Point important sur lequel il faut évidemment s'arrêter, vous l'aurez compris, quelque temps. Ce sujet vient d'ailleurs compléter assez bien tout ce que nous pouvons penser sur le sujet de l'imagination, car tout est lié, vous le verrez. La vision des personnages est aujourd'hui grandement influencée par la représentation des acteurs qui ont interprété nos héros favoris dans les 8 films de l'adaptation cinématographique. Mais il faut aussi se rappeler que le casting original de Harry Potter, malgré le fait qu'elle compte désormais de nombreux morts et quelques brebis galeuses, disons-le. Ce casting est devenu par la force des choses un casting absolument mythique. Et ce n'est d'ailleurs pas nous qui l'affirmons tout seuls, perdus dans notre coin sur notre chaîne YouTube. C'est bel et bien même l'émission Retour à Poudlard et un certain nombre d'acteurs, par exemple comme Tom Felton, qui ont mis le doigt sur un véritable sujet dans son bouquin. Là-dessus, c'est un vrai sujet. Et pour bien comprendre tout cela, en fait, il faut repartir dans le passé, au moment où l'adaptation cinématographique de Harry Potter ne fait que débuter et est encore au stade vraiment embryonnaire. Il faut se remémorer, et le très utile podcast d'ailleurs de J.K. Rowling dans The Witch Trial est pertinent à cet égard. Il faut se remémorer qu'Harry Potter était très très loin de faire l'unanimité à cette époque, malgré un succès en librairie extraordinairement important. Entre les pseudo-intellectuels bien pensants qui s'arrogent le titre d'être de grands littéraires et les fanatiques religieux, Harry Potter avait beaucoup d'ennemis. C'est encore d'ailleurs le cas aujourd'hui. Il fallait donc, pour que l'adaptation cinématographique rencontre un véritable succès, être en capacité d'y ajouter de véritables acteurs qui feront déplacer les foules au-delà de la simple question du public familial. Et pour cela, il a fallu convoquer carrément des légendes vivantes du cinéma, notamment pour le casting adulte. Des acteurs qui avaient roulé leur boss à Hollywood et en Grande-Bretagne depuis des décennies. Des acteurs totalement mythiques, comme le regrettait par exemple Richard Harris, qui interprétait Albus Dumbledore dans Harry Potter et l'École des sorciers, Harry Potter et la Chambre des secrets. Ou encore l'exceptionnelle actrice qu'est Maggie Smith.
D'autres grands noms comme Alan Rickman, Emma Thompson ou Kenneth Branagh ont été associés rapidement au projet. Il fallait du lourd, il fallait du mythique, il fallait du grand, il fallait du beau, il fallait de l'épique pour ce casting. Sans ces acteurs connus, reconnus, multi-récompensés en fait au cinéma, au théâtre par de très nombreux prix, rien n'aurait jamais été pareil. Harry Potter a su se distinguer par cette capacité à inscrire dans son casting de véritables légendes, de véritables monstres de la scène et du cinéma. Une série télévisée réussira-t-elle à accueillir en son sein des personnes aussi incroyables avec un CV pareil ? C'est très peu probable. En tout cas, on n'aura pas le même niveau, ça c'est une évidence. Sur les enfants, c'est encore un autre débat. En dehors de Tom Felton, de l'insupportable Daniel Radcliffe ou encore de Sean Biggerstaff qui interprétait Olivier Dubois, quasiment aucun des enfants n'avait une véritable expérience des plateaux de cinéma. Ils étaient tous plus ou moins des débutants et encore plus sur une franchise de cette ampleur. Le monde a changé désormais du tout au tout dans le milieu du cinéma. Les enfants stars se sont développés proportionnellement au développement des séries et des films, et il n'est pas rare aujourd'hui de trouver de véritables perles d'acteurs chez les plus jeunes. Nous vous citions par exemple dans notre dernière vidéo le cas de la jeune Alicia Ware qui interprète Mathilda dans la comédie musicale du même nom sur Netflix, mais on aurait pu vous en citer des tonnes d'autres. Aujourd'hui, il y a eu quand même, il faut le reconnaître, une vraie professionnalisation du métier d'acteur pour les jeunes. Heureusement, avec des règles d'ailleurs qui sont désormais beaucoup plus strictes pour les encadrer que ce n'était le cas auparavant. Donc, un nouveau casting au niveau des jeunes n'est pas pour nous un véritable sujet, pour peu qu'on demeure dans la description faite au sens propre du terme dans les livres. Le casting des acteurs adultes pose pour nous en fait des problèmes d'une toute autre nature et d'une toute autre envergure, car au final, la vraie performance artistique dans les films Harry Potter vient surtout d'eux. Comment ne pas être ému devant l'interprétation par exemple d'un Alan Rickman, d'un Jensen Isaac ou encore de Maggie Smith, quand ils sont au sommet de leurs arts ? Comment ne pas partager par exemple la peine de Robbie Coltrane lorsque ce dernier pense voir Harry mourir dans la forêt interdite ? Dans l'émission Retour à Poudlard, Robbie Coltrane, qui savait qu'il allait mourir dans les prochains mois, fait d'ailleurs une analyse absolument bouleversante, touchante et totalement dramatique, lorsqu'il déclare dans l'émission des 20 ans « La génération de mes enfants montrera les films à ses enfants, on regardera toujours ces films dans 50 ans, je ne serai plus là malheureusement, mais Hagrid sera là. » Oui. Fin de la citation. Force est de constater que Robbie Coltrane ne sera plus le seul Hagrid. On se demande bien d'ailleurs ce qu'il pourrait en penser. Mais si vous voulez, quand vous avez ce type de phrase, extrêmement marquante, qui nous a touchés, véritablement presque nous mettant les larmes aux yeux, on se dit que finalement on est en train de louper quelque chose, et qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette idée de reboot au niveau du casting. Mais bon, c'est ainsi. La question du casting, vous l'aurez donc compris, est centrale. Mais elle l'est encore plus dans la mesure où, en fait, elle justifie probablement pour la Warner Bros. À elle toute seule l'idée même d'un reboot. Et ceci pour des raisons qui sont compréhensibles, disons même parfois bonnes, mais qui sont aussi parfois de très mauvaises raisons. L'une des raisons tient principalement évidemment dans l'évolution du casting original de Harry Potter. Depuis le tournage des films, des dizaines d'acteurs sont morts, d'Ollivander à Cornelius Fudge, en passant par Dumbledore dans la version de Richard Harris, jusqu'à Rogue, sans oublier Narcissa Malfoy ou encore plus Robbie Coltrane. D'autres sont très malades, c'est le cas par exemple de Michael Gambon, qui a interprété Dumbledore à partir de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Bref, on sait qu'il y a eu beaucoup de morts. Et continuer une histoire sur certains de ces personnages était de base très difficile à imaginer, voire même absolument impossible dans le cas, par exemple, du personnage d'Hagrid, il faut le reconnaître tout à fait honnêtement. Il s'agit là, donc vous l'aurez compris effectivement, sur ce point très précis, d'une vraie bonne raison de rebooter pour ensuite étendre éventuellement par la suite, à la fin de la saga en série, Harry Potter. Mais à côté, il y a aussi, de cette bonne raison, toute la partie du casting qui a décidé de faire de la communication au détriment des intérêts de la saga dans une optique de soigner une image bien polissée. Vous l'aurez compris, les prises de position de personnalités comme Radcliffe ou Watson ont rendu tout bonnement de toute façon impossible toute mise en place d'un quelconque plan pour faire revenir le trio d'une manière ou d'une autre. Alors que ces deux-là n'ont jamais eu en fait aucune autre intention que de cracher à la figure de celle grâce à qui ils sont aujourd'hui, disons-le, confortablement assis sur un tas d'or. Qui va d'ailleurs, et c'est une bonne nouvelle, souffrir d'une décroissance dans les prochaines années nécessairement par voie de conséquence. Les prises de position des uns et des autres à l'encontre de J.K. Rowling ont rendu de toute façon totalement impossible de facto toute réconciliation.
La haine, débordante de rage par exemple, d'Emma Watson, est allée beaucoup trop loin et à un stade beaucoup trop avancé pour être réparée. L'ère des réseaux sociaux et l'avènement du wokisme ont embarqué les acteurs sur une planche bien savonneuse en réalité dans la mesure où les minorités woke qui n'ont aucune existence dans le monde réel en dehors de quelques personnes malades psychiquement et ou, c'est au choix d'ailleurs, psychologiquement, ont obligé en fait les acteurs à se fondre dans un moule pour passer au-delà de la tempête générée par la simple affirmation d'une vérité on ne peut plus biologique par J.K. Rowling. Les acteurs comme Radcliffe ou Watson, soyons honnêtes entre nous, n'ont absolument aucune idée. Ils ne font que de la gestion d'actifs et donc de la gestion de patrimoine et tentent de rester dans la vibe hollywoodienne pour être bankables. C'est l'expression consacrée. En réalité, ils ne le sont plus depuis bien longtemps. Les films de Radcliffe vont d'échec en échec au box-office et Watson ne se voit plus proposer de rôle depuis déjà un bon moment. Les acteurs, en tout cas les plus célèbres, sont donc des gestionnaires de patrimoine qui n'exprimeront jamais en fait leur véritable conception des choses. Ils ne font aller que dans le sens du vent. Il suffit d'ailleurs, si vous en doutez, de lire l'extraordinaire livre de Tom Brower intitulé La Revanche aux éditions Hachette et qui revient sur l'ascension fulgurante du personnage de Meghan Markle et sur le business en fait qu'il y a derrière des tonnes de bon sentimentalisme. Spoiler, c'est à peu près la même chose pour tous les acteurs du monde d'Hollywood. Bref, le fait est que réunir le trio quand deux d'entre eux ont bavé sans retenue sur celle qui leur a permis d'avoir une carrière a définitivement condamné la saga cinématographique. On peut imaginer que J.K. Rowling a mis un veto ferme et définitif à tout nouveau projet, y compris à l'adaptation de Harry Potter et l'Enfant maudit. Dès lors, partant du constat que Radcliffe et Watson ne voulaient plus de Rowling, et que Rowling ne voulait plus, et c'est bien naturel, travailler avec une bande d'ingrats, pour ne pas dire davantage, la question du nouveau casting s'imposait en réalité et était devenue un point totalement incontournable et presque non négociable. Pour ce qui est du casting que nous découvrirons au fur et à mesure, les nouveaux acteurs, ça on verra. Mais là, il y a un sujet sur lequel nous serons absolument intraitables. Et n'y voyez absolument pas une quelconque phobie ou encore un quelconque racisme. Vous savez, dans la période qu'on traverse aujourd'hui, il faut être phobe ceci, phobe cela. Non, là, ce n'est pas le cas. Ce que l'on veut simplement dire, c'est qu'il est absolument hors de question pour nous que le casting ne soit pas fidèle au livre. Puisque l'argument de la fidélité est très largement mis en avant par la Warner Bros., soyons-le donc jusqu'au bout. L'époque du wokisme pourrait plaider pour une transformation du casting en y faisant apparaître des minorités ethniques et ou sexuelles qui n'ont absolument rien à faire dans les romans de Harry Potter. Mais ce qu'il y a de génial avec Harry Potter, c'est qu'écrit dans les années 90, nous n'avions pas à subir toutes les âneries de notre époque post-moderne qui veut cocher des cases dans tous les sens. L'orientation sexuelle des personnages ne nous intéresse absolument pas. Et nous ne souhaitons pas avoir un casting ultra LGBT, QIA+, etc. comme ça a déjà pu être le cas dans certains reboots qui se sont d'ailleurs franchement cassé la gueule. Nous ne pouvons évidemment que craindre que la génération régnante d'Hollywood aujourd'hui, pétrie de bon sentimentalisme marketing, ne fasse que reproduire les erreurs qu'elle commet depuis des années en donnant une place beaucoup trop importante à des minorités qui n'en ont absolument aucune dans le contexte par exemple d'une œuvre adaptée d'un roman ou d'une saga. Pour être honnête, l'adaptation atroce d'Amazon Prime du Silmarillion de Tolkien et qui fait apparaître à la fois des personnages noirs dans la peau d'elfes et des allusions homosexuelles dans plusieurs lignes de dialogue tout au long de la série, alors que cela va d'une part totalement à l'encontre de tout ce qu'a toujours écrit Tolkien et que cela va à l'encontre même du lore absolument unique créé par ce dernier, et surtout que cela n'apporte rien absolument à l'histoire, nous a montré qu'adapter un livre en voulant y mettre, on va dire, et adjoindre les conneries de notre monde post-moderne était une catastrophe. La série d'Amazon Prime, Rings of Power, qui est la série qui a coûté le plus cher en termes de réalisation, on parle même maintenant, aux dernières nouvelles, de 750 millions de dollars pour la première saison avec les coûts de marketing, n'a rapporté aucune statuette, n'a rapporté aucune récompense et s'est soldé par un échec narratif absolument flagrant où même pas la moitié, c'est-à-dire 37% des citoyens américains qui avaient commencé à regarder Rings of Power sont allés au bout de la série. Autant vous dire que c'est un échec monumental. Donc on voit bien que ça ne fonctionne pas. Et vous le savez, nous sommes très 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 critiques vis-à-vis de cette inclusion qui n'en a que le nom et qui exclut d'ailleurs de facto tous ceux qui refusent de s'y soumettre. C'est beau l'inclusion quand elle exclut. C'est beau.
Bref, nous avons la crainte en fait que le nouveau casting ne soit qu'une représentation d'intérêts divers pour éviter la polémique de gens qui ne représentent même pas 1% de la population mondiale. Le risque est immense de voir Hollywood serrer aux sirènes du wokisme pour faire un casting à l'image de la société actuelle, ou tout du moins de celle que l'on essaye de nous vendre au long cours, de celle qu'on veut nous faire croire réelle, mais qui n'a rien de réel. Harry Potter ne peut pas souffrir de cette logique pernicieuse et nous espérons véritablement que J.K. Rowling saura prémunir son œuvre de ces dérives. D'instinct, nous aurions tendance à dire que oui, mais cela pose la véritable question de la place de J.K. Rowling dans ce processus créatif. Car en effet, cette question quand même se pose véritablement. Qu'est-ce que veut dire finalement au juste être producteur exécutif dans le monde du cinéma et de la télévision? Déjà, il faut bien prendre en considération une chose. Un producteur exécutif en France n'est pas du tout la même chose qu'un producteur exécutif aux États-Unis ou en Grande-Bretagne. Les rôles sont très fluctuants, les périmètres peuvent changer. De base, le producteur exécutif est en charge, normalement, d'une partie de la production ou garant vis-à-vis des investisseurs de la réalisation et de la pérennité d'un projet. Il peut être impliqué dans le processus créatif en amont de la production, pendant cette dernière, ou même en aval sans que cela ne soit en fait une règle inflexible ou automatique. Il est même très courant à Hollywood, notamment par exemple sur des projets de séries, que certains acteurs, notamment les acteurs principaux, se retrouvent être producteurs exécutifs car ils investissent un peu d'argent dans la série ou leur notoriété leur permet en fait d'assurer un certain dynamisme au projet, mais pour autant, ils n'ont pas, disons-le clairement, matière à participer au processus créatif. Si on prend l'exemple, par exemple, de la série House of Cards, les deux acteurs principaux, Kevin Spacey et Robin Wright, qui avaient été absolument extraordinaires, étaient tous deux producteurs exécutifs de la série, mais n'intervenaient que très très peu dans le processus créatif, et donc là, pour le coup, ça ne donnait pas forcément la même chose. La distinction des rôles, en fait, se joue en réalité dans l'écriture des contrats, et à la manière, finalement, dont ces derniers vont être impliqués au projet. Typiquement, sur Les Secrets de Dumbledore, par exemple, J.K. Rowling était productrice quand son collaborateur, Neil Blair, était lui producteur exécutif. De manière assez évidente, on sent bien que la tension artistique autour de ces films n'a pas permis de le développer dans de bonnes conditions. Il faudra attendre d'en savoir évidemment un peu plus sur la nature de l'engagement de J.K. Rowling dans ce reboot complet et total de son œuvre principale, mais hier, dans un communiqué de presse qui a été publié par la Warner Bros. À l'issue de sa conférence de presse, J.K. Rowling déclarait les choses suivantes. Ouvrez les guillemets, l'engagement de Max, entre parenthèses comprendre de la Warner Bros, à préserver l'intégrité de mes livres Harry Potter est important pour moi et je suis ravi de faire partie de cette nouvelle adaptation qui permettra un niveau de profondeur et de détail que seule une série télévisée au long format pourrait garantir. Il est intéressant de noter et de commenter cette phrase dans la mesure où, pour le coup, elle nous permet de lever quand même un coin du voile si on regarde dans les tréfonds ce que tout cela veut vraiment dire. Alors, précisons également, parce que la précision est importante, que J.K. Rowling, à ce stade, c'est-à-dire au moment où nous enregistrons cette vidéo, il est 15h de l'après-midi, nous sommes le jeudi quelque chose d'avril, à ce stade, J.K. Rowling n'a ni liké ni tweeté, alors qu'elle passe littéralement ses journées à tweeter pour notre plus grand bonheur sur tout un tas de sujets. Là, pour le coup, elle n'a rien tweeté, elle n'a rien liké, elle n'a rien retweeté, donc bon, ça reste quand même là un petit point d'étonnement pour nous, mais il faut quand même évidemment bien l'avoir en tête. C'est quand même quelque chose de très important. Bon, tout d'abord, on sait qu'elle ouvre donc cette déclaration sur le fait qu'elle a obtenu la garantie que la Warner préservera l'intégralité de ses livres. Cette affirmation est extrêmement importante car de base, dans la construction d'un communiqué de presse, ce qui est à la toute base, mon métier et ma formation, ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais ça a toujours été mon métier, de rédiger des communiqués de presse et des stratégies de com. Enfin, de base, cette phrase, elle n'a absolument aucune raison d'être placée en début de communiqué. Cela semble, à notre avis, et connaissant quand même un petit peu maintenant la prose de J.K. Rowling, que finalement, elle induit que cette relation, entre guillemets, n'a pas toujours été, on va dire, sur des bons rails. En tout cas, que ça n'a pas toujours été le cas, alors que de base, cela devrait être un préalable, effectivement, à la relation de travail entre le studio et J.K. Rowling depuis des années. Là, en l'occurrence, elle semble quand même dire de manière assez évidente que, dans le non-dit, cet engagement est quand même quelque chose d'important pour elle. Donc, cependant,
on sait aussi quand même que la situation sur les animaux fantastiques n'a pas non plus été pour le coup totalement idéale sur le plan de la relation de travail, surtout après les crimes de Grindelwald, où la Warner Bros. A voulu reprendre un peu les choses en main, a imposé un co-scénariste en la personne de Steve Kloves à J.K. Rowling et a procédé à des modifications qui n'étaient vraisemblablement pas du tout de son goût. Par ailleurs, on sait que le cas Johnny Depp a été pendant très longtemps débattu en interne entre J.K. Rowling et l'état-major de la Warner Bros. Dans la mesure où notre auteur favori avait fait le choix, juste d'ailleurs, de soutenir l'acteur et œuvrer à une solution de compromis. Le fait est que ça demeurait pour le coup un point d'échauffement entre le studio et J.K. Rowling et forcément on en a ressenti un petit peu les effets. La production du 3e volet des Animaux Fantastiques a également débouché sur de nombreuses problématiques qui se retrouvent d'ailleurs aujourd'hui dans la version finale du film, en dehors même de la simple question de la crise sanitaire qui a impacté, comme vous le savez, la production de manière extrêmement violente. On le mesure en tout cas notamment par le fait que de très nombreuses scènes ont été coupées au montage, et ce fut notamment le cas par exemple pour des scènes sur les Dumbledore ou encore des scènes sur le passé de la famille Dumbledore à Godric Hollow et même avant à Terranland. Bref, en somme, les désaccords étaient nombreux et ont débouché donc sur la situation que nous connaissons aujourd'hui avec une promotion qui a été très compliquée et une J.K. Rowling totalement muette lors de l'avant-première mondiale qui n'a même pas assisté à la diffusion du film et qui n'aura jamais prononcé un mot depuis la sortie du film il y a maintenant 1 an. Donc on était face quelque part à une sorte de situation de gênance absolue sur ce film, entre une grande partie du casting qui du haut de leur bonne vieille morale bien pensante sont tombés sur J.K. Rowling à bras raccourcis, et la Warner de l'autre côté qui a tenté très maladroitement de trouver une solution de compromis, et J.K. Rowling qui elle ne voulait pas entre guillemets descendre de son piédestal, et on la comprend et vous savez à quel point on la soutient. J.K. Rowling n'oublie d'ailleurs certainement pas non plus que ses relations avec la Warner ont été quand même compliquées ces dernières années, il faut le dire, entre soutien mesuré à sa personne, faute commise par des porte-paroles peu délicats et une sortie d'Hogwarts Legacy qui, là aussi, a laissé quand même place à une gênance absolue autour de la place de l'auteur vis-à-vis du développement de ce jeu vidéo. Quand on a connu en fait un épisode aussi violent que celui traversé par J.K. Rowling, qu'elle traverse malheureusement d'ailleurs encore aujourd'hui, on n'oublie jamais les fautes morales commises par les uns et par les autres. On peut donc imaginer que cette manière d'aborder les choses est aussi une manière de remettre quand même, disons-le, l'église au milieu du village. En somme, c'est un peu votre contenu, mais mon œuvre. C'est tout du moins ce qu'elle semble sous-entendre dans la mesure où elle explique que seule l'intégrité de son œuvre fera finalement foi, ce qui n'est pas autre chose d'ailleurs que ce dont nous rêvons tous au final. J.K. Rowling a cela en fait d'assez extraordinaire, c'est qu'elle maîtrise à la perfection toujours sa communication, et notamment dans la maîtrise de ses messages, où ce qu'il y a de souvent le plus intéressant dans ses prises de parole, ce sont toujours les sous-jacents et les non-dits. En l'occurrence, cette approche semble clairement mettre un point final au discord du passé et oblige donc, par définition, la Warner à aller de l'avant tout en ne se retournant pas en fait sur l'existant. Autre partie de la phrase qui est intéressante à analyser et à approfondir, c'est le fait qu'elle confirme elle-même qu'elle fera bel et bien partie de la nouvelle équipe en charge de cette nouvelle adaptation. Là aussi, elle maîtrise parfaitement ces éléments de langage et confirme donc par elle-même son implication dans le projet en le rendant à la fois plus personnel, mais aussi en se positionnant de facto dans le rôle finalement de gardien du temple que la Warner semble vouloir lui octroyer, bon gré ou mal gré en tout cas, mais il faut bien le reconnaître que c'est le cas. Le fait est que J.K. Rowling prendra bel et bien une part importante, en tout cas à une partie du travail de la série. Maintenant, il s'agira de mesurer en fait son véritable degré d'implication, mais nous y reviendrons ultérieurement dans cette vidéo. C'est par la suite qu'elle enchaîne sur finalement ce qui est au cœur de nos discussions. La raison du pourquoi un reboot est-il justifié à son sens. Alors, on vous rassure tout de suite, la raison invoquée, si elle pourrait en soi se suffire à elle-même, nécessitera nécessairement des éclaircissements et surtout probablement beaucoup d'approfondissement. En tous les cas, si nous la comprenons, elle ne nous suffit pas à ce stade pour nourrir notre réflexion. J.K. Rowling explique, toujours dans le communiqué, que cette nouvelle adaptation permettra d'explorer plus en profondeur et plus en détail finalement son œuvre. Alors, à cela, rien d'étonnant. Comme on vous le disait précédemment, il faudrait être fou pour contredire le fait que le format série sera mieux adapté que le format film. Et évidemment, il y aura plus de contenu dans le format série télé. Ça, c'est une évidence. Mais après, le tout, c'est de savoir lequel. Et c'est en fait là toute la question. Et autre question subsidiaire, c'est la manière dont tout cela sera agencé.
J.K. Rowling explique finalement en creux que les adaptations des films ne peuvent se suffire à elles-mêmes, ce qui est un point sur lequel nous ne pouvons pas non plus effectivement être totalement en désaccord avec elle. En réalité, c'est tout le sujet. Si la série fait mieux que les films, alors les films seront oubliés un jour ou l'autre. Dans le cas contraire, on pourra dire tout ça pour rien. C'est le risque, c'est toute la difficulté. Après, on peut imaginer en effet que J.K. Rowling éprouve une certaine forme de mécontentement vis-à-vis des films. Là aussi, retourner dans le passé peut être quelque chose de pertinent. On se souvient qu'à un moment donné, J.K. Rowling devait poursuivre l'écriture des manuscrits et n'était plus du tout en capacité de veiller à l'élaboration des scénarios des différents films, ni à leur réalisation. Elle ne validait grosso modo que les très grandes orientations, les changements d'acteurs, les changements de réalisateurs ou encore les grandes dynamiques des films, sans rentrer nécessairement toujours dans le détail. Elle mettait aussi parfois son veto et de manière très limitée, elle pouvait éventuellement à la marge revoir certaines scènes. Mais ce n'était de base ni son cœur de métier, ni sa principale zone d'intérêt, et donc forcément ce n'était pas sa principale zone d'impact sur le projet. Il faut bien le comprendre pour cerner l'univers dans lequel s'est construit et développé les films Harry Potter il y a maintenant plus de 20 ans. J.K. Rowling a cependant quand même toujours veillé à l'intégrité de son œuvre. On sait qu'elle s'est à plusieurs reprises opposée à des changements majeurs dans la saga, mais désormais on peut imaginer qu'elle sera quand même un peu plus regardante sur la dynamique de cette série et sur la manière dont son univers sera développé. On peut imaginer qu'elle s'impliquera probablement de la même manière qu'elle le fait pour le développement en fait des séries autour des romans qu'elle publie sous le pseudonyme de Robert Galbraith au sujet des aventures de Cormoran Strike et de Robin et la Côte. Savoir quand même que ces séries sont produites par sa propre boîte de production. Elle en est productrice exécutive avec Neil Blair et très sincèrement, on peut dire que cette série-là est une véritable réussite. Maintenant, après, c'est vrai que le cas Harry Potter pose un sujet un petit peu différent. Mais ça reste quand même un point assez intéressant et il faut quand même, entre guillemets, l'avoir bien en tête. De manière assez évidente, il faut se rendre compte que la dynamique autour de cette série, ça va être quelque chose qui va être très regardé, très scruté. Donc on peut imaginer que ce sera travaillé au maximum. Mais pour être assez honnête, au final, quand on se repose 3 minutes, il était de toutes les manières parfaitement impossible de développer un nouveau projet sans elle et sans son implication. Ça là-dessus, on a toujours été très clair sur le fait qu'aucun projet du Wizarding World ne pouvait évidemment survivre sans J.K. Rowling. On voit bien d'ailleurs, et c'est très intéressant de le noter, les errements narratifs qui se produisent lorsque J.K. Rowling, par exemple, n'est pas associé à un produit du Wizarding World. L'exemple d'Hogwarts Legacy, dont, pardon de le dire, mais l'histoire principale est tout bonnement délirante vis-à-vis du socle historique établi par Rowling elle-même dans le monde magique, est quand même particulièrement criant en la matière. Fin de parenthèse, on n'en dira pas plus pour pas vous spoiler. Rien ne peut de toute façon se faire sans elle. Et on déplace à tous les dingues anti-Rowling sur YouTube, sur MuggleNet, sur la Gazette du Sorcier, sur tout ce que vous voulez. Le fait est que de toute façon, rien ne peut se faire sans J.K. Rowling. Elle maîtrise son univers, elle le connaît, elle en a une connaissance intime et quand bien même on ira dire que c'est Daniel Radcliffe qui a écrit Harry Potter ou Emma Watson qui a écrit Harry Potter, c'est faux. J.K. Rowling est la seule propriétaire de son œuvre et c'est au final la seule qui sait véritablement ce qu'il faut faire avec son œuvre. Bref. Donc, demeure donc la question que, finalement, la forme en tout cas, que l'implication de J.K. Rowling prendra au fur et à mesure. Pour notre part, et c'est peut-être le sujet le plus important et le plus déterminant qui soit, sans Rowling, point de salut pourrions-nous dire, mais la réalité de toute façon, elle est effectivement là. Sans J.K. Rowling, évidemment, rien ne peut se produire et on insiste encore bien là-dessus. Alors, oui, en effet, cette décision, elle va avoir un impact majeur pour toute une industrie. Oui, en effet, cela vient liquider tout l'héritage pourtant célébré en grande pompe dans l'émission spéciale des 20 ans, mais au final, on ne peut pas dire que ce ne soit pas totalement voulu. On vous explique. Il est même fort probable que J.K. Rowling et les principaux dirigeants de la Warner savaient pertinemment que la liquidation complète et totale était en cours. Souvenez-vous, on vous en avait parlé dans une vidéo. On vous disait, on émettait l'hypothèse qu'il pourrait y avoir, alors c'était vrai pour les Animaux Fantastiques, mais c'était aussi vrai pour la saga Harry Potter, qu'il pourrait y avoir à un moment ou à un autre une volonté de J.K. Rowling finalement de nettoyer un petit peu tout l'univers qui avait été créé pour se débarrasser de tout ce qui gênait. Et ça, pour le coup, là-dessus, c'est un point sur lequel on est revenu à plusieurs reprises dans pas mal de vidéos. Donc, il est fort probable que J.K. Rowling ait mis, comme nous l'avions effectivement dans plusieurs vidéos, une fin de non-recevoir stricte et ferme au retour des acteurs originaux. En se détachant totalement du casting des films et donc de cet héritage, et en ne prenant pas part d'ailleurs à la célébration du 20e anniversaire, J.K. Rowling indiquait déjà finalement que tout était terminé.
Ne nous y trompons pas. Il y a dans sa démarche une dimension très purificatrice dans cette décision. Remplacer un ancien modèle par un nouveau, peut-être plus fidèle, peut-être plus grandiose, peut-être différent, mais tout aussi magique. Tel était finalement le choix de Rowling probablement depuis le départ. Cette décision, elle est effectivement lourde de sens, notamment pour les acteurs de ce qu'il conviendra désormais d'appeler la première génération. Ils sont désormais tous complètement déplacés et renvoyés à la case départ sans toucher le pactole considérable qu'ils pouvaient espérer en cas de relance de nouvelles aventures de Harry Potter. Au final, nous ne pouvons y voir qu'une manière pour J.K. Rowling et la Warner Bros. De liquider l'existant un peu à la manière d'un Albus Dumbledore face à une horde d'Inferi. Tout était écrit au final depuis sa non-participation 20 ans jusqu'au silence assourdissant sur les animaux fantastiques. Il fallait traiter par le feu ceux qui s'étaient retournés contre elle, mais aussi contre les vrais fans de la saga. Les acteurs comme Daniel Radcliffe, comme Emma Watson, ont détourné l'héritage que Rowling leur avait confié. Ils ont trahi les personnages qu'elle avait écrits. Gageons que, désormais, tout acteur travaillant pour le Wizarding World aura à cœur de tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de dire des horreurs tout droit sorties d'un manuel d'idéologie à 3 francs 6 sous publié sur Internet. Au final, rien de surprenant en tout cas à tout cela. Rowling a toujours disséminé dans ses livres une certaine dimension purificatrice, qu'elle associe d'ailleurs traditionnellement au feu et qui détruit certes tout, mais permet la reconstruction. On le voit dans Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, on le voit d'ailleurs dans Harry Potter à l'école des sorciers, on le voit dans Harry Potter et le Ring de la Mort, et on le voit même dans l'affrontement au cimetière du Père-Lachaise, dans les crimes de Grindelwald. Les exemples sont absolument légion, le feu purificateur pour elle c'est quelque chose qui fonctionne. Alors, évidemment, le nombre de victimes collatérales est très élevé parmi les détracteurs de J.K. Rowling et nous ne pouvons que nous en réjouir, évidemment. Après, on vous l'avoue, cela nous laisse quand même une petite vague d'amertume pour tous ceux qui ont courageusement pris la défense de J.K. Rowling. Evanna Lynch, Ralph Fiennes, Tom Felton, Robbie Coltrane, Jude Law, Matt Mikkelsen, Jason Isaacs, Helena Bonham Carter, notamment, ou même encore Rupert Grint récemment, tous ces acteurs qui nous ont profondément marqués, qui ont souhaité finalement défendre J.K. Rowling, doivent se retrouver aujourd'hui dans une situation émotionnelle qu'on imagine peut-être un petit peu compliquée, mais bon, la vie est ainsi faite. On sait que par exemple, quelqu'un comme Evanna Lynch était particulièrement, impliquée dans son personnage et a été probablement l'une des seules actrices juniors à avoir un véritable lien avec J.K. Rowling. On peut imaginer que pour elle, c'est un petit peu difficile de se prononcer sur cette question-là. Espérons en tout cas que tous ces acteurs sauront trouver évidemment un certain nombre de choses à faire plus tard et qu'ils continueront leur petit chemin et resteront quand même accrochés au monde magique. Donc on espère juste quand même pour des gens par exemple comme Robbie Coltrane que ces acteurs conserveront dans nos cœurs une toute petite place parce que c'est vrai que c'est des gens qui ont marqué notre enfance, il ne faut pas mettre ça de côté quand même. Ces films ont marqué notre enfance malgré tous les défauts qu'ils peuvent avoir. Donc forcément, il faut quand même l'avoir en considération. Bref, cette purification sera probablement salvatrice et permettra très probablement aussi de remettre sur pied la saga avec des bases beaucoup plus saines que de se relancer avec la moitié de l'équipe qui joue en arrière, même si la pilule est effectivement assez difficile à avaler. Cette nouvelle donne que semble détenir aujourd'hui J.K. Rowling dans ses mains va évidemment changer beaucoup de choses à notre représentation du monde magique, mais elle va aussi entraîner beaucoup de changements majeurs avec des questionnements sur lesquels nous allons nous attarder dans cette vidéo. Il convient en effet désormais de se poser la question des budgets, car forcément, comme souvent, l'argent est le nerf de la guerre. Et, en l'occurrence, la guerre à mener va coûter cher, va même coûter très cher et va surtout décider en réalité de beaucoup de choses que nous développerons un petit peu plus tard dans cette vidéo. À ce stade, nous n'avons pas véritablement de chiffres à vous donner, pour la simple et bonne raison que même la Warner Bros. Semble être un peu perdue en la matière, ou tout du moins à ce stade, le sujet n'a pas encore été suffisamment évoqué pour être publié. Ils doivent probablement attendre de voir un petit peu les différents retours que vont leur faire les investisseurs pour trancher ce point crucial après effectivement cette annonce. À Hollywood, vous le savez, l'argent est roi, mais il faut aussi être quand même un petit peu sûr de son coup. D'où l'importance de faire quand même débarquer J.K. Rowling pour garantir la qualité et la pérennité du contenu. C'est un point absolument primordial de la stratégie de HBO pour effectivement mettre en place cette série.
Les grands majors, comme la Warner Bros., comme Disney ou encore comme la Paramount, ne vont franchement économiquement pas bien du tout. Les résultats au cinéma sont absolument catastrophiques pour la majorité des films, et même les films par exemple de super-héros ne sont plus du tout rentabilisés à ce stade pour l'année 2023. Le box-office, dans sa version actuelle, sur l'année 2023, est tellement mauvais qu'aucun film à ce stade ne s'est approché du milliard, même si ça devrait être le cas par exemple de Super Mario Bros., le nouveau film de Nintendo, mais de manière assez évidente, c'est vrai qu'il y a un véritable sujet. Par exemple, le sujet Shazam, qui réalise un score de à peine 200 millions de dollars, ce qui fait que le film ne sera pas du tout rentabilisé. Bon, évidemment, la personne ne parle étrangement d'échec, alors que le film Les Secrets de Dumbledore, qui a quand même terminé à la 9e place du top 10 box-office l'année dernière, a fait plus du double, mais bon, bref, ça reste toujours une logique qui nous échappe, mais le fait est là, c'est que effectivement, rien ne va aujourd'hui dans le secteur du cinéma, puisque c'est un secteur qui est en pleine mutation, y compris d'ailleurs sur les plateformes de streaming. On peut donc imaginer que les décisions prises par les cadres de la Warner font l'objet de très intenses tractations avec les financeurs et donc les actionnaires, et que l'objectif est quand même de faire mieux avec moins de budget qu'auparavant. Il est très très difficile pour le coup de faire une comparaison entre les coûts de la future série Harry Potter et ceux qui ont été utilisés pour les films. Pour la simple et bonne raison que tant économiquement que technologiquement, les modèles ne sont absolument plus les mêmes qu'il y a 20 ans ou même qu'il y a 10 ans. Le monde a totalement changé, le secteur du divertissement aussi, plus rien n'a à voir avec ce que nous avons pu connaître auparavant. Casey Bloys, qui est le directeur du contenu chez HBO, a affirmé que le budget pour la série Harry Potter serait équivalent ou supérieur à celui de Game of Thrones et de House of Dragons. Ce qui veut dire qu'il prévoit grosso modo un budget par saison pour l'instant entre 100 et 200 millions de dollars pour un format qui est à ce stade inconnu mais qui devrait globalement revenir à la discussion que nous avions au début de la vidéo, c'est-à-dire entre 8 et 10 épisodes par saison à peu près. Le responsable des contenus assure dans tous les cas qu'ils mettront, et on cite, tout ce qu'il faut pour un spectacle de qualité. Fin de la citation. Donc c'est une manière de dire qu'à ce stade, ils vont devoir sortir en fait la calculette et tenter de trouver la bonne équation entre les dépenses obligatoires et les objectifs de rentabilité. Or, on sait que Harry Potter, c'est un sujet économique en tant que tel. C'est vraiment un sujet économique à part entière puisque ça engendre des milliards de dollars chaque année. Donc, il est difficile de traiter le sujet pour l'instant. Pardonnez-nous l'expression, par-dessus la jambe quand on parle du budget. Ça reste vraiment un véritable sujet et là-dessus, il faut évidemment que la Warner ne se trompe pas. À titre de comparaison, et même si encore une fois cela n'a absolument rien à voir, il faut se rappeler que le tout premier film a coûté à l'époque 125 millions de dollars, ce qui correspondrait grosso modo, aujourd'hui, si on compte l'inflation, plus toutes les nouvelles problématiques qui se sont ajoutées. Depuis, ça coûterait à peu près entre 180 et 200 millions de dollars, en dehors évidemment du marketing. Comme on vous le disait, en fait, ces chiffres n'ont plus aucun sens à être comparés dans la mesure où l'industrie a connu une refonte complète et totale, mais ça donne quand même une idée. Donc, des coupes budgétaires vont forcément avoir lieu sur certains postes, notamment par exemple sur les acteurs, où les cachets seront certes solides, mais loin d'être aussi mirobolants que ce fut le cas pour les films. C'est le business de la série télé. Alors, l'avantage pour les acteurs, c'est que la source de revenus sera pérenne sur plus de 10 ans pour les futurs acteurs, mais il faudra évidemment ensuite prendre en considération tous les coûts de développement pour tout ce qui va être périphérique en fait à la question même du casting, c'est-à-dire les décors, les accessoires, le marketing, les frais techniques, les maquilleurs, les personnels, les effets spéciaux, la musique, le marketing, enfin bref, il y a tout un tas de choses, puisqu'il va falloir, entre guillemets, faire, on va dire, une production qui produise du grand, qui produise du beau, mais si possible, en tenant des budgets quand même le plus serré possible. Alors, HBO sait le faire. Ça, là-dessus, c'est pas, entre guillemets, une difficulté. Ils ont su faire de très très bonnes séries, comme c'est le cas, par exemple, avec House of Dragons, qui est quand même plutôt pas mal. Donc, pour cela, il va quand même falloir que les tournages soient assez rapides et efficaces, comme on dit. Donc, c'est fini les tournages à rallonge, quitte à avoir recours à de la CGI pour aller plus vite, notamment, par exemple, en évitant la construction de décors qui sont faramineux et forcément dispendieux. Et évidemment, c'est hors de question d'avoir 8 mois de tournage, comme ce fut le cas pour certains films Harry Potter. Budgétairement, HBO vise nécessairement la rentabilité d'une manière ou d'une autre. Elle va devoir donc concevoir un modèle économique qui produira de la richesse sur un contenu à audience très large. Alors cela passera notamment par les espaces de publicité, cela passera par la hausse du nombre d'abonnements à la plateforme, mais aussi et surtout, et c'est un point extrêmement important, au droit de diffusion des séries
à l'étranger. Là, pour l'instant, on ne connaît pas encore véritablement le calendrier de cette offre développée par Discovery de streaming. Pour l'instant, on sait que ça arrivera a priori en 2024, peut-être fin d'année 2024 en Europe, mais c'est pas encore sûr. Et en France, vous savez qu'installer une plateforme de streaming, c'est toujours quelque chose de très compliqué. Donc, il va falloir évidemment voir un petit peu ce que tout ça peut donner. Pour l'instant, on reste encore un petit peu dans le flou là-dessus. En tout cas, il semble assez évident que la Warner Bros., comme tous les autres studios désormais, ne va pas mettre un budget, on va dire, totalement délirant, comme ce fut le cas pour Amazon Prime Video sur la série The Lord of the Rings, Rings of Power, dont la première saison a coûté, entre guillemets, et ce n'est qu'une estimation, à peu près 475 millions de dollars, en dehors des dépenses de marketing qui avoisinent les 250 millions. C'est-à-dire qu'on est grosso modo sur presque 800 millions de dollars sur une première saison. Donc c'est la série la plus chère de l'histoire de la télévision, certes, mais c'est aussi un bid intersidéral et c'est là aussi le risque que les producteurs de Harry Potter devront avoir en tête dans la mesure où Amazon Prime a montré la voie de tout ce qu'il faut faire pour être certain de foirer sans aucun doute possible un reboot ou une série sur un univers déjà connu et adoré par les fans. Il suffit de regarder par exemple la série et de prendre des notes et globalement de faire absolument tout le contraire. Donc ça c'est vraiment le truc entre guillemets le plus important à avoir à l'esprit. Cependant, et c'est là en fait où ça devient quelque part intéressant, c'est que la Warner Bros. Va devoir aligner quand même près d'1 milliard de dollars si la série va au bout de ses ambitions, c'est-à-dire au bout de la saison 7. Ce qui en fera de facto l'une des séries les plus chères de l'histoire, et ça c'est quand même un point important. En tout état de cause, il semble de toute façon assez évident que l'argent sera le nerf de la guerre et que la réaction des investisseurs va revêtir une importance toute particulière car la tâche, mine de rien, est absolument immense. Et c'est là où on va en venir au sujet qui fâche pour, entre guillemets, conclure cette vidéo. À quoi va ressembler véritablement cette série ? Comment va-t-elle se distinguer de la précédente saga ? Faut-il tout reprendre à zéro ? On va tenter de répondre à ces questions, même si, bien entendu, ce sera très loin d'être exhaustif et qu'il faudra probablement y revenir au cours de la pré-production puis de la production de la série. L'annonce d'avant-hier nous a clairement fait réaliser que tout ce que nous avions connu jusqu'à présent dans l'univers Harry Potter était sur le point d'être modifié. Alors, on va parler assez clairement. À quoi ressemblera Poudlard demain ? À quoi ressemblera le chemin de traverse ? À quoi ressemblera la salle commune de Gryffondor ? La grande salle ? Ollivander, la cabine de Hagrid, la salle des potions, le terrain de Quidditch, la salle sur demande. Tant de questions auxquelles la Warner Bros. Va devoir répondre. Car Harry Potter a su se distinguer par un univers visuel très particulier, créé par Stuart Craig, puis par le studio Minalima. On notera d'ailleurs, à l'heure où nous enregistrons cette vidéo, donc nous sommes ce matin le vendredi 14 à 10h28, le studio Minalima n'a toujours rien communiqué que les stories quotidiennes ont tout bonnement cessé, peut-être sous l'effet d'une certaine stupéfaction, on va dire bien compréhensible. Qu'est-ce que la Warner Bros. Va regarder ? Peut-on imaginer un Poudlard différent de celui que nous connaissons à travers la saga Harry Potter et celle des Animaux Fantastiques ? Faut-il tout raser ou tout conserver ? Faut-il tout réimaginer alors qu'il s'agit presque d'impondérable, entre guillemets, du monde magique ? Faut-il retourner dans les mêmes décors ? Faut-il faire un peu comme Disney et Marvel le font, tout sur fond vert ou bleu ou avec des écrans ? Faut-il revoir les uniformes, redimensionner la grande salle, redessiner tous les éléments graphiques allant de la Gazette du Sorcier, la vraie, pas les dingues, on vous rassure, redessiner les livres de cours, redessiner les baguettes ? Enfin, le chantier semble totalement colossal. À vrai dire, ça donne presque le vertige. Alors, nous, personnellement, nous sommes, on vous le dit, très gênés sur cette question. Car à la fois, nous n'imaginons absolument pas un autre univers visuel, et en même temps, il y aurait quand même, entre nous, on va se le dire, quelque chose de très étrange de voir des acteurs évoluer dans un environnement déjà connu et reproduire en somme finalement un peu les mêmes scènes, ce qui risque d'accentuer de fait la volonté du spectateur de comparer la version originale à la version série. Tout recommencer à zéro, c'est aussi s'exposer un peu au risque du « c'était mieux avant » entre guillemets, ou au risque même de perdre le spectateur qui ne pourrait ne pas s'y retrouver. Alors peut-être que la vérité se trouve quelque part entre les deux, peut-être qu'elle se trouve dans l'une ou l'autre des possibilités. Le fait est en tous les cas que la tâche s'annonce particulièrement rude pour celui ou pour ceux qui reprendront l'univers visuel, d'autant que la représentation des films ne pourra pas cesser d'exister dans la tête des spectateurs du jour au lendemain. Enfin ça c'est quasiment mission impossible. Soyons honnêtes, des parcs d'attractions Harry Potter sont présents par exemple sur tous les continents et ne vont pas changer du tout au tout en un claquement de doigts. Surtout quand ces mêmes parcs sont devenus aujourd'hui des parcs totalement iconiques.
Alors, quid aussi de l'avenir des studios Harry Potter? Quid, finalement, de tout ce qui a été développé? On vous avoue que ça nous plonge parfois quand même dans des océans de perplexité à n'en plus finir, tellement le gouffre en fait que suscitent ces questions est abyssal et n'a pour le moment effectivement pas de réponse en l'absence de showrunner, c'est d'une production encore établie de manière assez claire. Donc il s'agit vraiment pour nous, ce côté visuel, de l'un des enjeux les plus importants de la future série à n'en pas douter. L'univers visuel de Harry Potter, c'est un peu la même chose, effectivement moins riche, que l'univers visuel du Seigneur des Anneaux. On ne peut pas faire dans la demi-mesure, ni réinventer l'eau chaude. En tout cas, nous, personnellement, ça nous semble difficile. Alors, vous nous direz, à raison, qu'Hogwarts Legacy a su se montrer sur certains points transgressifs d'un point de vue visuel, et c'est vrai. Poudlard a été modifié en bien des endroits, mais l'aspect extérieur de l'édifice demeure pour le coup totalement familier, et certaines pièces sont presque même reproduites à l'identique, donc ce n'est pas tout à fait pareil. Alors, bien sûr qu'il va falloir accepter la nouveauté, c'est une évidence. Mais il faudra aussi veiller, quand même, à ne pas perdre les fans en naviguant dans un univers qui serait moins riche et plus standardisé. Le style très particulier de Harry Potter, et qui n'a fait que se développer en fait avec les animaux fantastiques, c'est un style qui est particulièrement connu et maîtrisé par les fans et doit donc correspondre quand même à minima. La question de la direction artistique que prendra le projet est donc particulièrement déterminante. Ce n'est pas du tout une question subsidiaire, mais bel et bien une question aussi centrale que la question même du scénario. Nous n'avons pas spécifiquement d'avis, nous, sur la question. Nous avons surtout des craintes, voire même des inquiétudes. Après, on va se laisser peut-être être agréablement surpris, mais à ce stade, ça reste vraiment un vrai sujet, un vrai point de questionnement. Et d'ailleurs, le fait qu'on soit, entre guillemets, obligé de retrouver la même logotypie avec le même Poudlard dans l'annonce d'HBO Max avant-hier, ça montre que sur cette question-là, il n'y a pas grand-chose de gérer. On va se le dire honnêtement. Les décors font partie intégrante de l'aventure, y compris d'ailleurs les alentours de Poudlard, ou même par exemple le ministère de la Magie ou le chemin de traverse. Là aussi, il va falloir que la direction artistique se pose donc de véritables questions sans fin. Il en va d'ailleurs même sur les accessoires. Comment imaginer le miroir du Rizel autrement que la version qu'on connaît tous? Comment imaginer les baguettes de Harry Potter? La baguette de Suro? Comment imaginer celle de Voldemort? Nous sommes face à tellement de questions et tellement peu de réponses que ça donne le vertige. Alors, bien évidemment, il sera très largement temps de voir tout ça le moment venu, quand la pré-production commencera. Mais il est vrai que ces questions doivent se poser. Et que nous devons déjà, entre guillemets, avoir une petite idée dans notre tête, car on risque de devoir se préparer à dire adieu à bien les éléments que nous avions connus auparavant. Et cette situation, à ce stade, en tout cas pour nous, et donc 2 jours après l'annonce, elle est encore assez difficile à assimiler quand on y pense. On vous le dit, pour nous, c'est encore assez difficile d'assimiler ça. C'est des personnes qui ont contribué par exemple à créer l'univers visuel de Harry Potter, comme Stuart Craig ou comme le duo Mina et Lima, ne seront probablement pas de l'aventure cette fois-ci. Et même s'ils sont de l'aventure, il va falloir tout réinventer. Réinventer tout ce qui a déjà occupé nos esprits depuis plus de 20 années. C'est un programme absolument phénoménal. Il en va d'ailleurs même pour la musique. Que faire? Garder celle de John Williams et la compléter avec un nouveau compositeur? Mais qui finalement, au final, pour succéder au génie absolu de la bande originale. Il y a beaucoup de très très bons compositeurs dans les séries de HBO, mais là, encore une fois, ça reste quand même un sacré défi. Alors, vous l'aurez compris, il va falloir finalement attendre et s'attendre à ce que nos représentations soient quelque peu malmenées et mises en péril. Cela va aussi poser la question, par exemple, du merchandising. Les anciennes baguettes vont-elles encore se vendre dans 2 ou 3 ans? De nouveaux objets vont-ils faire leur apparition? En vrai, sur le marché de la télévision, ce serait carrément une première, qui est du merchandising en dehors, par exemple, des séries Star Wars où il y a eu quelques trucs sur le Mandalorian. Mais tout est possible, mais ça reste là aussi une vraie question, parce que le merchandising de Harry Potter, pour des millions de collectionneurs, ça reste quand même quelque chose d'important. Est-ce qu'on pourra encore, par exemple, dans 4 ou 5 ans, obtenir les baguettes de Noble Collection? Ça reste un vrai point de questionnement. Est-ce qu'on aura encore accès à l'épée de Gryffondor? Est-ce qu'elle va être redessinée? Est-ce qu'elle sera remise en vente dans une autre version par Noble Collection ou autre? Ça reste un truc complètement dingue. C'est vraiment des questions qui n'ont pas de fin. Alors, tout est possible.
Alors, on pourrait continuer à se poser mille et une questions, évidemment, notamment par exemple sur les éventuels caméos d'anciens acteurs comme Tom Felton, par exemple, qui a d'ores et déjà annoncé d'emblée qu'il veut jouer un rôle dans ce reboot et va contacter son agent. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Est-ce que c'est quelque chose qui est souhaitable? Là aussi, assez peu de réponses, mais beaucoup de questions. Parce qu'au final, on va se le dire entre nous, encore une fois, très très honnêtement, est-ce qu'on a envie finalement de revoir des anciens acteurs, sachant que ça va venir, encore une fois, nous renvoyer à la comparaison avec la version originale? Enfin, c'est complètement dingue. Et cette histoire de comparaison, nous, ça nous obsède. Parce qu'on se dit au final que ça va être évidemment quelque chose de très très compliqué à gérer. De très très compliqué à gérer. Alors, évidemment, on doit espérer que cette série sera à la hauteur, on doit espérer que cette série sera merveilleuse, on doit espérer qu'elle vienne répondre à toutes nos attentes. On doit espérer évidemment qu'elle fonctionne, car c'est probablement le prix à payer. Le prix à payer pour avoir demain de nouveaux contenus, de nouvelles aventures, de nouvelles histoires sur le monde magique. De manière assez claire, et pour être tout à fait honnête, on va se dire les choses entre nous. Le fait de ne pas avoir eu une seule mention des animaux fantastiques est quelque chose de très très inquiétant. On vous en reparlera dans une vidéo la semaine prochaine. Mais de manière assez aussi évidente, et vous ferez le lien avec ce qu'on vous disait au début de la vidéo, quand on vous parlait justement de cette dimension très purificatrice, de ce geste en fait de rebooter complètement la série. On peut imaginer que c'est la condition sine qua non pour J.K. Rowling, effectivement, pour produire de nouveaux contenus, des spin-offs, des déclinaisons, nettoyer l'univers et tout recommencer avec de nouveaux acteurs. Ça permet de traiter un certain nombre de sujets. Ça permet de traiter le sujet des disparus. Ça permet de traiter le sujet de tous ces couillons qui sont allés critiquer J.K. Rowling et lui mettre un couteau dans le dos. N'oublions pas, tous ces tarés, comme Radcliffe, comme Watson, qui sont quand même allés dire qu'ils étaient prêts à revenir dans leur rôle dans un nouveau film Harry Potter à la condition sine qua non, et on rigole, maintenant, a posteriori, à la condition sine qua non que J.K. Rowling ne soit pas associé au projet. Ah ah! Qu'est-ce qu'on se marre! On aimerait bien voir leur tête aujourd'hui. À mon avis, ils ne doivent pas faire la même tête qu'avant, parce que les petits coqs là, qui étaient là dans la basse-cour avec leurs quelques dizaines de followers extrémistes ultra woke à dire « Ouais, on va faire plier J.K. Rowling ». Non, les gars, vous n'avez pas fait plier J.K. Rowling. Personne n'a fait plier J.K. Rowling. Personne. Par contre, elle vient carrément de vous virer. Ça donne quand même une idée. Alors effectivement, à partir du moment où on a nettoyé tous les problèmes, on a nettoyé, pardon de le dire, les écuries d'Augias, c'est sûr qu'on peut tout recommencer à zéro. Donc on relance une série, puis ensuite on fait des spin-offs. On sait que HBO aime bien faire ça, ils le font avec Game of Thrones. On peut imaginer que ça fonctionnera dans ce sens-là, mais ça reste quand même un sacré point. C'est-à-dire que si la condition pour obtenir de nouveaux contenus, c'est de repasser par un reboot de série, là pour nous, dans notre donne, ça change un petit peu tout. C'est-à-dire d'un truc qu'on regarde quand même avec beaucoup de perplexité et pas mal de crainte et beaucoup d'inquiétude, on pourrait presque venir à s'en dire que ce ne serait pas une mauvaise idée. Ce ne serait pas une mauvaise idée, mais à la condition sine qua non qu'il y ait du nouveau contenu. Encore une fois, on ne va pas vous parler des animaux fantastiques ce soir, on vous en parlera dans une prochaine vidéo qu'on va essayer de faire parce qu'on ne veut pas non plus vous faire une vidéo qui dure 2 heures. Et le sujet des animaux fantastiques est un sujet en soi qui doit se traiter un petit peu à part. Mais c'est vrai que, concrètement, la question du demain du Wizarding World, elle se pose. C'est-à-dire que soit cette série, c'est parce qu'il n'y a plus d'autres idées, que J.K. Rowling n'a pas envie de développer d'autres choses et qu'à ce moment-là, il s'en arrête là, soit sinon, c'est la porte ouverte pour continuer sur d'autres univers. Et pour l'instant, il ne l'annonce pas en attendant de voir si ça fonctionne correctement. Ça, c'est aussi quelque chose de tout à fait possible. Quelque chose de tout à fait envisageable. Et auquel nous, à ce moment-là, on est prêt à signer. Bon, à certaines conditions, on vous l'a dit, le casting pas woke, etc. Et puis on veut que la série, elle soit bien travaillée. Parce que HBO, par exemple, c'est une très bonne maison qui fonctionne bien, qui produit du très bon contenu. Mais n'oublions pas que c'est ceux qui ont produit, par exemple, les 2 dernières saisons de Game of Thrones, qui sont, pardon de le dire, mais éclatés au sol.
Alors, ils sont bien rattrapés avec House of the Dragons, hein, voilà, même s'il y a certains passages et certaines choses qui nous dérangent, notamment dans la promotion un peu de l'inceste et tout ça. Bon, clairement, la série est extraordinairement bien écrite. On a presque hâte de voir la saison 2, mais en tout cas, c'est très bien écrit, c'est très bien adapté, c'est assez fidèle. Mais il ne faut pas oublier que HBO a été capable de pondre des catastrophes. Le remake woke de Gossip Girl, enfin, nous, on n'a pas passé les 15 premières minutes du premier épisode, parce que ça en était mais absolument insupportable. Alors que, voilà, Gossip Girl, on a grandi avec, on est ultra fan de Gossip Girl, et que ça reste une série voilà, qui est mythique. HBO a produit de très mauvais contenus, et a été obligé d'ailleurs d'annuler bon nombre de ces séries. On sait que la Warner se pose des tonnes de questions d'un point de vue créatif sur leur univers d'ici, qu'ils ont planté au cinéma, qu'ils ont plus ou moins planté en série télé, et que là, ils sont en train d'essayer de rebooter. Donc, bon, on ne peut pas dire que, comme c'est HBO, c'est un gage de qualité. Même le remake, entre guillemets, enfin, qui n'est pas un remake, mais qui est un peu un reboot, un demi-reboot de Sex and the City, bon, c'est sympa, mais c'est pas non plus la même vibe, hein. On va se le dire assez honnêtement. Que les premiers épisodes, bon, qui dataient des années 90. Alors on nous dira, oui, le monde a changé, mais il y a des choses auxquelles il ne faut pas toucher. Ça, voilà. Il y a des choses auxquelles il ne faut pas toucher. Quand on a un film Harry Potter, est-ce qu'il faut toucher au film Harry Potter, même s'ils sont imparfaits? Là-dessus, la question, évidemment, elle se pose. Mais bon, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, dans cette dynamique, entre guillemets, de restructuration complète de l'univers du Wizarding World, on peut imaginer, effectivement, pourquoi pas, que ça ouvre la porte sur de nouveaux contenus. Mais à ce moment-là, le prêt à payer est quand même très cher. Mais ça veut dire que J.K. Rowling, en même temps, a imposé ses conditions. C'est-à-dire, ok, vous voulez des nouveaux contenus, pas de souci, mais on recommence tout à zéro. Voilà. On reste quand même assez étonnés. On va se le dire. Assez étonnés. Après, encore une fois, ça nous fait marrer quand on se remémore Emma Watson, Daniel Radcliffe posaient leurs conditions pour que J.K. Rowling ne travaille pas sur le sujet. Ouais, les gars, mais qu'est-ce que vous avez été cons. Mais qu'est-ce que vous avez été cons. En fait, vous avez même foutu votre carrière en l'air. Vous avez dit au revoir à des dizaines de millions de dollars qui auraient pu vous tomber tout cuit dans le gosier. Mais qu'est-ce qu'ils sont cons. Mais qu'est-ce qu'ils sont cons quand même quand on y pense. Mais qu'est-ce que ça nous fait marrer. Ça, au moins, c'est le seul truc qui est réjouissant, c'est que du coup, ça nous fait marrer. Alors, ça n'enlève pas toutes les autres questions, évidemment, qu'on peut se poser sur l'avenir, entre guillemets, de la franchise, sur la qualité de cette série, sur la capacité à adapter des véritables pavés dans 10 épisodes et sur 12 heures de section possibles en termes de contenu. Ça n'enlève pas toutes les questions qu'on se pose, ça n'enlève pas toutes les inquiétudes, ça n'enlève pas toutes les craintes. Voilà, vous le savez qu'on est très partagé sur ce sujet-là. Oui, on va laisser la chance à la série. Oui, on va suivre ce développement. Oui, on est content parce que c'est vrai que ça nous fournit du contenu pour les 10 prochaines années sur la chaîne et que, voilà, on est super heureux de pouvoir avoir un petit peu d'actualité et tenter de parler d'autres choses que des sujets habituels que l'on traite et que, voilà, on adore quand il y a de l'actu dans le Wizarding World parce que ça rend le Wizarding World vivant et donc ça fait vivre la communauté. Mais en même temps, cet épisode, voilà, il doit quand même pousser tout le monde à réfléchir un petit peu collectivement. Les acteurs de leur côté, tous ceux aussi qui ont travaillé à la production, le positionnement de Minalima à plusieurs reprises a été plus que très borderline vis-à-vis de J.K. Rowling, alors que concrètement, sans J.K. Rowling, il ne boufferait pas tous les midis. Donc, bon, il faut se dire aussi un petit peu les choses. Tous ces gens-là qui ont profité sur le dos, entre guillemets, de la bête immonde qu'ils traitent tous les jours de tous les noms, bon, ça fait rire. D'ailleurs, aujourd'hui, on voit que la majorité des youtubeurs français sont en train d'arrêter Harry Potter parce que, voilà, ils voient bien que ça ne fonctionne plus, parce qu'en fait, la communauté ne les suit plus. C'est ça aussi, si vous voulez, qui est très drôle. C'est bien gentil de dire, oui, on n'est pas d'accord avec J.K. Rowling. Non, les gars, c'est juste que, vous n'avez plus d'idée de contenu. Et deuxièmement, la communauté ne veut plus de vous. Pour la simple et bonne raison que taper sur J.K. Rowling, ça fonctionne dans 10% des gens, mais ça ne va pas au-delà. Et d'ailleurs, nous, on est toujours ravis de voir que quand on vous parle de J.K. Rowling, quand on vous parle de ses podcasts, etc., la majorité du temps, sur 95% des commentaires, et pourtant notre communauté grandit de plus en plus, sur 95% des commentaires, vous êtes tous d'accord avec nous. Et vous êtes tous d'accord avec J.K. Rowling pour la défendre. Et pour dire que non, ce n'est pas la bête immonde qu'on veut nous vendre. Donc, c'est vrai que toute cette période de ménage intensif, pour nous, quelque part, c'est un peu réjouissant. Effectivement. Même si, voilà, on ne vous le cache pas que, d'un point de vue émotionnel, on se confie assez peu sur nos émotions sur cette chaîne. Peut-être qu'on devrait le faire un petit peu plus, parfois. Mais c'est vrai que
moi, à titre personnel, Chloé aussi peut-être un petit peu moins fort, parce que c'est vrai que Chloé n'est pas de la première génération de fans de Harry Potter dont on vous parlait tout à l'heure. Mais ça nous a fait quand même un truc, moi, un petit peu plus. C'est-à-dire qu'en fait, quand on arrive à un âge certain où, voilà, on construit sa vie de famille, on va avoir des enfants, etc., on se dit que, en fait, un truc qui a vachement compté pour nous comme Harry Potter, que ce soit les livres, que ce soit les films, ben en fait, nos enfants, demain, naîtront dans un monde qui n'aura plus du tout, mais plus du tout le même référentiel. C'est-à-dire que demain, bien évidemment que les enfants regarderont beaucoup plus la série, parce qu'elle sera plus complète, parce qu'elle sera plus moderne, parce qu'elle sera plus belle, parce que les effets spéciaux seront mieux réussis. C'est vrai que certains effets spéciaux, par exemple, comme ceux de la bataille du cimetière de Little Angleton dans Harry Potter et la Coupe de Feu, ont très mal vieilli. Vous regardez ça en 4K sur une télé ultra moderne, vous criez au secours. Vous criez au secours. Mais c'est vrai que le fait de se dire que nos enfants n'auront pas la même perception du monde magique tel que nous, on l'a eu, alors qu'on est des méga fans, qu'on est des ultra collectionneurs et tout, c'est quand même quelque chose de compliqué. Alors c'est vrai que nous, voilà, pour ce qui nous concerne, bon, on a une collection qui est pléthorique, de Minalima, de machin, de trucs, etc. Donc, ils vont grandir dans cet univers-là, et on leur fera découvrir les films et tout. Mais il y a toute une génération qui va passer au travers, comme toute une génération est malheureusement passée au travers, encore une fois, des livres. Et on revient un petit peu sur cette question des livres. C'est voilà, si vous voulez quelque chose de fidèle, lisez les livres. Allez dans une librairie. Il n'y a rien de mieux. C'est le plus simple. C'est le plus simple, ça coûte pas cher. C'est voilà, les éditions de poche, elles sont à 10 €. Ça coûte pas cher. Et vous vous offrez des heures et des heures et des heures de contenu. Beaucoup plus que des heures de contenu de séries télé. Donc voilà. Nous, c'est un peu... voilà. Émotionnellement, c'est vrai que cette période, elle est un peu compliquée pour nous. Elle est un peu compliquée. Elle est un peu compliquée parce que c'est vrai que, voilà, même si encore une fois, les films sont imparfaits, même si par exemple, voilà, on peut trouver 50 milliards de reproches à faire au film, bah, ça reste un élément de notre enfance, de notre adolescence, de notre jeunesse en tout cas. Et dans un monde où finalement tout se barre en vrille, on va se parler honnêtement, bah, c'est vrai que quand le peu de choses auxquelles on est encore vraiment bien raccroché et tout est en train, entre guillemets, de diminuer, d'être modifié, d'être transformé, bah ouais, on a un peu l'impression de laisser partir encore un peu de l'ancien monde. Et ça, pour nous, c'est un peu quelque chose de compliqué. Alors, c'est peut-être notre prisme particulier. Dites-nous, vous, dans les commentaires, si vous ressentez un peu la même chose que nous. Mais c'est vrai que, voilà, ça nous fait un petit choc. Ça nous fait un petit choc. Alors après, c'est pas grave, on s'en remettra, on vous rassure. On n'est pas à prendre 50 tonnes de Xanax parce qu'ils ont annoncé une série télé. On n'est pas du tout comme ça. Comme on sera jamais à dire qu'il faut boycotter ou que vous caisse. Enfin, tout ça, on laisse ça à des gens qui n'ont pas beaucoup d'intelligence. Et Dieu sait qu'il y en a sur cette terre. Mais voilà, c'est vrai que pour nous, ça reste quand même un point... ça reste un point. Ça reste un point important et sur lequel va nous falloir quand même un petit peu de temps pour récupérer. C'est vrai que cette nouvelle nous a un peu plus atteint que ce qu'on aurait imaginé. On avait espéré, on a prié le Seigneur 1 million de fois pour pas que ça se produise, ce reboot. Mais bon, récemment, nos prières sont restées à ce stade d'être mortes. Après, bon, comme on vous disait, ce sera peut-être un mal pour un bien. Tout brûler, tout purifier par le feu pour tout recommencer en mieux. Bon, pourquoi pas. On peut en tout cas espérer, et nous, on va essayer d'espérer ça. Bon, on va s'arrêter là parce que ça vous fait déjà une vidéo d'un peu plus d'1 heure, donc on va s'arrêter là. Nous, on voulait vraiment prendre ce temps d'analyser avec vous les choses, de pouvoir en parler. C'est vraiment important pour nous d'avoir cet échange avec vous, et on espère vraiment qu'il va continuer en commentaire parce que c'est vraiment des points sur lesquels on a envie de discuter avec vous, dont on va parler sur la chaîne, parce que bon, comme on vous le dit, on est super content, on a 10 ans de contenu qui arrive, 10 ans de contenu sur lesquels on va pouvoir parler, on va pouvoir disséquer chaque scène, chaque truc, enfin ça va être extraordinaire. Enfin, on va vous construire un programme, on va suivre la pré-production, enfin, on va vraiment se défoncer, mais comme jamais, pour vous faire la meilleure couverture, entre guillemets, qu'on vous ait jamais fait sur une actualité Wizarding World. On vous promet qu'on va se défoncer. Parce qu'on vous promet qu'on garde espoir quand même si on est un peu furieux. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Enfin bref,
Donc, on vous laisse ici avec cette vidéo. Du coup, comme on vous sort une vidéo ce soir, le Let's Play d'Hogwarts Legacy, le 11e épisode, ne sortira pour le coup que dimanche. On va laisser le temps à cette vidéo de vivre parce que c'est l'actualité. Mais évidemment, dimanche, pour ceux qui suivaient notre Let's Play d'Hogwarts Legacy, vous pourrez retrouver la 11e étape. Et vous aurez peut-être même une petite surprise la semaine prochaine. Non pas avec 2 Let's Play, il y en aura un seul, mais peut-être qu'on va vous faire une petite surprise sur Hogwarts Legacy. Vous allez voir ça. Et là pour le coup pas besoin de suivre le let's play pour suivre cette petite surprise qu'on vous a préparée. On verra si on vous la fait la semaine prochaine ou la semaine d'après, on va regarder tout ça. Bref, en tout cas voilà, on va s'arrêter là. On va maintenant discuter avec vous tout le week-end dans les commentaires, parce que pour nous c'est quand même quelque chose d'important de pouvoir en parler avec vous et de pouvoir débriefer un petit peu de cette vidéo qu'on voulait longue, qu'on voulait entre guillemets différente de notre réaction un petit peu à chaud, ou sur laquelle on voulait poser un certain nombre de problèmes. Nous, dites-vous dans les commentaires, n'hésitez pas à vous lâcher à faire des pavés. On adore quand vous faites des pavés. Des fois, on met un peu de temps à répondre parce que c'est vrai que nos vies sont un peu bousculées ces derniers temps. Mais voilà, on met des fois un petit peu de temps à vous répondre. Mais franchement, n'hésitez pas à nous faire des pavés. On adore quand vous écrivez. On adore lire vos réactions. C'est vraiment pour nous toujours un énorme plaisir. Donc, on se laisse sur cette note positive. Et donc, pour ceux qui nous rejoignent, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être tenu au courant de toutes les actualités concernant la nouvelle série HBO Max, donc pour Harry Potter. Et puis, pour ceux qui sont là depuis un petit moment, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce. Ça nous encourage toujours à continuer nos aventures. Donc, à très bientôt. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée, un très très bon week-end. Et on se retrouve avec plein de nouvelles infos très prochainement et très très rapidement.